bonjour à tous. Merci à tous d'être venus ce matin et d'être venus un samedi parler d'un truc qui ressemble à du boulot. Enfin, pour beaucoup, j'imagine. Super talk avant. Maintenant, j'ai trop la pression. C'est vrai. Moi, j'ai le titre de ma conférence, c'est quoi le note? Parce que l'année dernière, je sais pas, combien d'entre vous étaient là l'année dernière à peu près? Ok, d'accord. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais fait déjà un truc sur Node.js que je découvrais. Et en fait, je faisais des bons hauts comme ça à peu près, parce que je trouvais la techno juste phénoménale, quoi. J'avais fait un truc l'année dernière qui était une petite application qui tenait dans la main, donc qui tournait sur un smartphone en fait, sur un Chrome, qui récupérait les coordonnées des accéléromètres pour faire tourner en fait une vue en 3D sur tous les gens qui s'étaient connectés sur le serveur. Je trouvais ça juste génial. Voilà. Ça va être un peu différent ce coup-là. On va essayer quand même de vous faire participer. Alors, juste faut que je clique parce que sinon j'ai pas de focus. Alors, sweet tac. Ouais, ça marche. Donc, qui je suis Mathieu Lamant. Je suis chef de projet en fait, dans une petite boîte du coin. Ça c'est mon blog avec mon Twitter. Donc je suis chef de projet dans une petite boîte de 30 salariés. Ça fait très longtemps que je suis là-bas, parce que c'est mon premier job. J'ai fait d'autres trucs en off à côté, mais je suis toujours resté dans cette boîte et j'ai fait du web. Je suis rentré pour ça il y a 12 ans, 14 ans, pour faire en fait des intranets. Et je suis passé à faire un petit peu de matériel et je suis revenu dans le web. Donc voilà quoi. Aujourd'hui je fais principalement le RP, la boîte, je fais beaucoup de web apps. J'ai toujours fait des web apps, j'ai jamais fait de site traditionnel en fait. Je suis absolument pas bon pour faire des sites traditionnels. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est R&D. Et donc de défricher un petit peu tout ce qui est Node.js et tout ça. Je vais faire juste, parce que je sais qu'il y a un talk en fin de journée sur Node.js, mais qui d'entre vous a déjà utilisé Node.js en fait des beaux gosses partout. Super. Donc pour ceux qui... Alors du coup, plutôt l'inverse, qui ne connaît pas du tout Node.js? Ok, bon alors ça va être intéressant quand même. Je vais présenter très rapidement, parce que je pense que le talk de cet après-midi va aller beaucoup plus loin. Moi, c'est juste pour pas que vous soyez perdus sur ce que je vais présenter derrière. Node.js, en fait, alors, avant de parler de tout ça, Node.js, ça date de 2009. Un monsieur qui doit être Ryan Dahl, c'est ça, ouais. Qui a inventé ça parce qu'en fait, il avait un problème. C'est qu'il ne voyait pas les barres de progression s'afficher proprement sur les navigateurs. Bon, ça c'est ce qu'on dit. En fait, il était gêné par le côté bloquant en fait, de tous les langages. Et il cherchait un langage qui n'était pas bloquant. En gros, quand vous avez un téléchargement de fichiers qui se passe, ce qui se passe, c'est que le processeur ne va rien faire pendant ce temps-là. Il va attendre que le disque ait téléchargé le fichier, etc. Ou même quand vous avez une lecture de fichier. Il va lire le fichier, puis tant que le fichier n'est pas lu, il dit je vais pas faire le reste, ça se trouve il va me demander de regarder ce que j'ai lu. Donc il n'y a rien qui se passe. Et lui il était extrêmement frustré par ça. Donc il a essayé d'abord de faire des trucs en C#, enfin pour en C# en C, en Haskell aussi, il n'a pas réussi. Et puis un jour, Chrome a mis son moteur JavaScript et il a ouvert le V8. Et là il s'est dit tiens, je vais le sortir de la carcasse et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Donc du coup, on a retiré tout Chrome, on a gardé juste le moteur JavaScript, et par contre, on l'a poussé un petit peu en fait. Voilà, on a les pleins pouvoirs. OpenVAR sur l'OS, allez hop, FreeNAME, on peut tout faire sur l'OS. Le système de fichiers évidemment, qui n'a jamais voulu ouvrir des fichiers qui étaient sur le poste en JavaScript, hein, faire des trucs sympathiques. Hein. Et puis il y a plein de modules au top qui sont venus se greffer. Donc on a Express, Socket.io, SockJS pour les allergiques, MySQL, MongoDB. Ça c'est plein de choses qui sont venues se greffer dessus, qui ont été créées dessus. Pourquoi faire? Du JavaScript qui s'exécute dans une console, ça sert à quoi? À faire plein de trucs.
Des sites internet, donc si vous voulez faire des sites internet côté serveur, comme vous le faites en PHP, en Ruby, en Python, en Perl, vous pouvez faire du scratch mode avec Express.js, c'est-à-dire que vous avez juste un petit serveur web et dessus vous allez pouvoir faire des trucs. Pour ceux qui sont habitués au Ruby on Rails, il y a Cell.js et Rhapsody qui sont pas trop mal pour faire ça. Et là c'est le tas de avec SocketStream ou Min. Min en fait c'est l'abréviation de MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js. En gros, c'est la réunion de tous les beaux gosses de la Terre pour faire des applications. Donc si vous voulez en savoir plus, moi je ne vais pas creuser du tout, vous pouvez aller voir sur notre framework. Les programmes natifs, on en a parlé. Alors, natifs entre guillemets, on est d'accord. Notre WebKit, c'est un PhoneGate-like pour desktop en fait. Alors par contre, c'est très très marrant à utiliser. Moi je l'ai utilisé pour faire des petits projets comme ça, juste pour bidouiller un midi. Et vraiment, je me suis vraiment marré. C'est vraiment à utiliser, c'est très simple, ça se trouve sur GitHub, et je vous conseille vraiment d'essayer de jouer avec, parce que c'est un peu bluffant quand même. Donc ça bundle Node.js, Chrome pour la view, et votre app, ça fait juste un exe que vous pouvez mettre sur votre plateforme, et donc après vous compilez en fonction de la plateforme dont vous avez besoin. C'est quand même très 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 bien. Donc multiplateforme évidemment. La robotique, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans des imprimantes 3D, qui sont fans des drones, qui sont fans du bricolage, mais en Node.js on peut faire de la robotique. On a des Nodebots par exemple qui utilisent Johnny 5, alors, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Johnny 5. Wall-E lui doit tout. C'est vraiment un film super vieux, mais c'était excellent. Et donc ça permet de contrôler des robots, donc des cartes Arduino, des choses comme ça, de façon très simple, et il y a un framework qui débote tout en robotique, qui est Silent.js. Voilà quoi. On peut contrôler des people, on peut contrôler tout quoi. Des drones, n'importe quoi en JavaScript. Et ça marche en fait avec un back en Node. Vraiment excellent. Et bien sûr des services dédiés. Donc en service dédié, nous dans ma boîte, on a commencé à utiliser Node parce qu'on avait une problématique, c'est qu'on avait des utilisateurs qui n'avaient pas les droits d'administration et qui bloquaient qui bloquaient leur session TSE, donc leur session de contrôle à distance sur le serveur. Donc on en choisissait un qui était un petit peu plus costaud en informatique que les autres, et on lui disait toi tu vas avoir le droit de redémarrer les sessions. Alors en TSE, le problème c'est qu'il faut lui donner les droits d'admin. Ça fait un petit peu chier quoi, de donner à un utilisateur le droit de tout péter sur le serveur. Donc il a fallu trouver une solution simple, et en fait c'est le premier programme qu'on a fait en Node.js à la boîte. C'est de se dire on va faire une page web qui va être hébergée, qui va tourner sur un service. Et puis on va juste demander, on va faire une authentification login mot de passe, et après on va lui demander la session TSE qu'il veut péter, et un bouton pour qu'il ait la session, et la fermer à distance, sans lui donner les droits d'admin. Donc le service a les droits d'admin, mais pas l'utilisateur final en fait. Et ça marche super bien. Du coup, on n'est plus dérangé le samedi. Et on peut faire des conférences. Donc on l'a appelé TSE Session Killer. Et donc suite au talk de Mathias Duguay de l'année dernière, en fait, il nous avait montré comment eux ils utilisaient Node.js, et j'avais pris une énorme claque. Et il avait fait quelque chose de très très bien pour éviter d'avoir une grosse charge sur ses serveurs. En passant par un front Node qui allait après taper un back, une API en fait. Mais ça évitait d'avoir pas mal d'allers-retours entre l'API et les utilisateurs. Et de gérer une charge de façon très simple. Ça m'a vachement impressionné et je me suis dit mais ça c'est génial. Par contre, ça doit être une merde pas possible à implémenter. Du coup, un week-end, je me suis dit on va faire un truc qui va servir tout simplement sur les frameworks qu'on utilise, à faire du temps réel, mais sans se galérer à tout implémenter depuis le début. C'est-à-dire que si vous avez un framework, mettons, je sais pas, Symfony par exemple en PHP, je connais beaucoup le PHP, un peu moins le Ruby,
et encore moins le Python. Mais si vous avez par exemple un Symfony ou un Zen ou un Ignition, ou que vous avez construit vous-même votre app from scratch, et que vous avez envie d'ajouter du temps réel, vous n'avez peut-être pas envie en fait de vous galérer, comme c'est pas possible, à essayer de le gérer directement en PHP, ou même à le gérer directement. Et pourquoi pas aussi imaginer de se dire, bah, tiens, j'ai plusieurs clients qui ont besoin de temps réel, est-ce que je pourrais pas mutualiser en fait les flux temps réel en garantissant à mes clients que ce que le client A va dire au client A' ne va pas interférer avec ce que le client B va dire au client B'. Et donc voilà, c'est d'où l'idée du N-relay. Donc comme node relay en fait. Hein. Attention, on va très bien. Voilà. Donc c'est un service de relais temps réel qui est écrit avec WebSocket sous socket.io. D'accord ? Je l'ai mis sous licence MIT, comme ça, si vous voulez piller mon travail, le voler, le massacrer, vous pouvez le faire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à massacrer. Pour ceux qui connaissent Heroku, je ne sais pas si... Ouais, forcément, t'es un beau gosse. C'est une plateforme, en fait, pour héberger du JavaScript, et puis plein d'autres choses. Et c'est un pusherlet, en fait, c'est un module d'Heroku, en fait, qui s'appelle Pusher. Je l'ai vu après, j'étais bien dégoûté. J'aurais pu quand même mieux m'en inspirer, qui permet de faire ça. Donc, alors, relais entre votre framework et vos fronts, tous vos fronts, oui tous. Bah oui, parce que en fait, l'idée c'est de se dire, attendez, là, je fais du web. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je veux balancer une information entre un utilisateur et un autre utilisateur. C'est ça la base, le relais. Mais est-ce que ça serait pas intelligent de balancer cette information-là une fois au serveur, puis qu'il la balance à tous mes utilisateurs connectés? Ça c'est mieux. Et puis de se dire, mais si on va encore plus loin, imaginons j'ai une app qui est écrite en C#, en Java, en Delphi, pourquoi pas, et j'ai envie justement de la mettre à jour en temps réel via une action qui serait faite sur mon site internet. Et bien c'est là aussi où N-relay peut vous aider. Il y a 4 grandes idées. Dans N-relay, il y a l'isolation par chambre, c'est-à-dire que vous allez placer vos utilisateurs dans une chambre, un canal de discussion, et ils seront isolés dans ce canal. Vous pourrez faire de la synchronisation dans cette chambre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à tous les utilisateurs qui sont connectés ici, je vous balance telle information. Push, c'est-à-dire que vous pouvez dire au serveur de dire à telle chambre de balancer telle information, ce qui est un petit peu différent. Parce que dans le premier cas, en fait, c'est un utilisateur qui va discuter avec ses copains qui sont connectés avec lui. Dans l'autre cas, c'est un message qui vient du serveur et qui est balancé à tous les gens qui sont dans la chambre. Et pouvoir donner des ordres de refresh. Pour être bien clair, j'ai fait des petits dessins, parce que c'est pas forcément évident. Avant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez pas du tout mis de temps réel, pas fait d'optimisation, alors en gros, vous avez un client ici qui va demander une mise à jour sur la base de données. Donc cette mise à jour, si c'est bien fait, normalement elle arrive au firewall, qui va directement sur le serveur, et le serveur va le stocker dans sa base de données. D'accord ? Je vais m'adresser de l'autre côté, parce que je vois que je regarde beaucoup ces gens-là aussi. Les autres clients qui veulent cette mise à jour, imaginons qu'ils attendent cette mise à jour, de savoir s'il se passe quelque chose. Ils vont faire ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire qu'ils vont appeler tout le temps la page à intervalles réguliers, voir s'il y a des refresh. Donc, si vous ne faites pas d'Ajax, c'est carrément la page HTML que vous refresh toutes les 5 secondes. C'est très moche. Avec un peu d'Ajax, ça passe parce que ça se voit pas trop. Hein. C'est seulement quand on regarde en dessous, sous la moquette, qu'on voit que, bah oui, il fait un appel et puis ça renvoie toujours false, puis des fois ça renvoie true. Mais bon, toujours est-il qu'il y a toujours de la buffering sur le serveur en fait. Hein. On vient pilonner le serveur, on lui dit hey, t'as quelque chose, t'as quelque chose. Un peu comme un nœud, quoi. Et c'est un peu énervant quand même. Donc N-relay, en fait, ça vient placer un autre serveur ou un autre service, parce que vous pouvez évidemment faire tourner le service sur votre même serveur. Et ça vient donc récupérer les connexions des utilisateurs et garder en ligne les utilisateurs, en fait. Grâce au WebSocket. Parce que franchement, s'il y a un truc qui défonce tout le monde, le HTML5, c'est bien ça, c'est WebSocket. Moi, c'est le truc que maintenant j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps.
Je ne peux plus me passer en fait d'un navigateur qui n'a pas WebSocket. C'est très très dur. Surtout parce qu'on utilise un relais, enfin il est en recette actuellement au boulot, mais on voit tous les avantages de ça, c'est-à-dire que quand on va vouloir, on a une application par exemple qui est la gestion des tickets d'incident. Un utilisateur qui appelle, il fait ouais ça marche pas, ça arrive un petit peu ça souvent. On va avoir une équipe qui est de support qui va créer donc le ticket de support et il va faire ce qu'il peut et en général il va vouloir, enfin, s'il n'y arrive pas, il va passer au support niveau 2. Et le problème c'est qu'avant on avait du hammering de serveur et des fois ça marchait quand ça voulait. Le problème étant que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez le client et que le client il était en panique. Et du coup, comme c'est deux bureaux qui sont un peu séparés, le support niveau 1 dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Le support niveau 2 dit j'ai rien à faire. C'était un petit peu gênant. Avec ce qu'on a mis en place, en fait, quand on a ici un incident qui arrive, il est stocké dans la base forcément et il est directement envoyé au service qui renvoie immédiatement l'information aux autres vues qui sont connectées. C'est con, mais ça fait gagner 5-10 minutes. Mais pour un client qui est complètement bloqué, 5-10 minutes, ça change complètement tout. C'est idiot, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est bien clair, hein, comment ça marche, c'est bon? Alors, quelques features sympas. Temps réel à moindre frais. En gros, vous avez un JavaScript à mettre. Après, il faut que vous mettiez votre client Socket.io qui correspond à votre framework. Donc, si c'est PHP, c'est Elephant.io qui marche très bien. Et puis, c'est tout. Il y a un module Node à héberger où vous voulez, sur le serveur ou pas, puis c'est fini. Après, vous n'avez plus qu'à dialoguer directement entre vos vues et avec votre API. Support HTTPS et dialogue double token, c'est un minimum, quoi, parce que sinon, un petit peu après, on peut avoir des ennuis, quoi, des gens qui se connectent sans autorisation, ou même qui peuvent lire ce qui se passe, quoi. On n'a pas forcément envie de laisser les gens qui écoutent le réseau voir ce qui se passe. Communication full JSON d'un bout à l'autre, c'est-à-dire votre API va dialoguer en JSON avec ses clients, les clients vont récupérer du JSON de l'autre côté, vous générez du JSON et puis vous le renvoyez aux autres clients. Tout se fait super simplement, directement en objet JavaScript, quoi. Et ça fait plaisir quand même. J'ai fait un exemple d'implémentation en PHP, parce que nous, le framework de la boîte est en PHP. Je pense pas que ça soit super compliqué à adapter dans d'autres technos. J'ai regardé en Ruby, je crois. Ouais. Parce que là où ça pêche, c'est qu'il faut avoir un client pour faire du WebSocket dans votre langage. Aujourd'hui, je crois que Python doit le faire, Ruby le fait, c'est sûr. Puis il y a plein d'autres, même dans Delphi, on l'a regardé à la boîte et ça marche. Donc c'est assez simple à adapter en fait. Hein. Et c'est simple aussi à comprendre, parce que le truc il tient en 240 lignes, c'est-à-dire que le client plus le petit module serveur, ça fait 240 lignes de code. Bah ouais. Et du coup, 240 lignes de code pour se faciliter la vie et de mettre du temps réel partout, c'est quand même agréable. On est d'accord. Et ça, c'est notre JS, quoi. C'est pour ça que je fais des bons encore comme ça partout. Alors, chez nous, on l'utilise pour fermer les sessions TSE, enfin laisser aux utilisateurs fermer les sessions TSE, sans leur donner les droits. Pour faire la gestion des tickets d'incident, parce que comme ça on est plus rapide à répondre à nos clients. On a un système de notification, parce que j'ai des collègues qui ont des boîtes mail qui atteignent des records, et tout ça souvent c'est pour leur dire j'ai bien fait la sauvegarde. Super, merci. Mais ils en ont pas qu'un, quoi. Ils en ont des fois, ils gèrent des 60 ou 200 serveurs, donc si chaque serveur le matin leur dit j'ai bien fait la sauvegarde, et qu'il le dit bien sûr à tout le monde, hein, parce qu'il va être sûr que des fois qu'il n'y en a rien qui est en vacances, tout le monde soit bien au courant, c'est un peu long. Donc on a mis un système de notification et d'alerte en place, et qui tourne aussi sur Android. Normalement, je vais vous faire une démo, mais juste avant, je voulais vous dire que c'est déjà super souvent utilisé. On voyait Trello tout à l'heure.
Trello utilise les WebSockets d'ailleurs pour faire en fait les déplacements. Et c'est super bluffant parce que vous avez vos Kanban en fait qui sont affichés avec toutes les tâches qu'il y a à faire. Vous prenez une tâche, vous la glissez et l'autre clic, il voit la tâche directement qui se balade à droite à gauche. Google Doc aussi l'utilise. Quand vous êtes à plusieurs sur un Google Doc, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe, vous voyez où sont les autres. C'est juste génial quoi. Et vous les voyez même taper et tout quoi. Donc c'est vraiment, enfin ce côté temps réel, je pense que ça va devenir vraiment la norme, sincèrement. Demain, on est dans une société ultra connectée, on veut toujours que tout aille plus vite, je vois pas comment on pourra faire sans ça. Alors peut-être pas avec Henry, parce que bon, voilà quoi, mais en tout cas avec une implémentation temps réel, ça c'est évident quoi. Et Node.js, le cœur est un peu construit là-dessus quand même si on en fait beaucoup d'autres. Donc voilà, donc on va passer à une petite démo. Et là, bien sûr, il faut que ça fonctionne. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 Wi-Fi. Et j'espère que les 2 Wi-Fi ont les mêmes plages d'adresse IP. Sinon, il va falloir hammerer cette borne-là. L'identifiant, c'est formation de mot de passe forum. Je vous invite à vous connecter. Alors avec vos téléphones et tout ça, normalement ça fonctionne. Vos PC, ça va être un peu sympa. J'ai juste fait un coup de F11 là. Je dois avoir un Firefox qui traîne avec le truc. Alors, je vais lancer le serveur parce que. Ah ouais, ça a l'air de marcher. Oui. On va faire un petit jeu. Parce que moi, j'ai commencé en fait la programmation pour faire des jeux vidéo. J'ai absolument raté tout à fait ce que je visais. Donc là, on est là pour se prendre un petit peu la poire, donc on va essayer de s'amuser comme ça. Puis tant qu'on y est, on va essayer de contrôler le jeu avec une montre. Parce que sinon, parce que Silent.js, c'est un petit peu... Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh, il marche pas. Oh mon Dieu. Alors, l'adresse IP, une fois que vous êtes connecté, vous avez juste à coller l'adresse IP. C'est le 192.168.60.117. Par contre, il faudrait que la montre marche, ça serait plus cool, quoi. Dis-moi que ça marche. Ouh, là, je vois qu'il y a... Ouais, ouh là, d'accord. 8, c'est bien, ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça a l'air de marcher avec la montre. Oh, ça, c'est cool. Je vais pouvoir donner le top départ. Donc, je vous explique un petit peu le jeu. Alors, je vais l'appeler Ninja Click, voilà, ça fait marrer. Mais vous avez 2 équipes en fait, il y a les bleus et les rouges. Jusqu'ici, tout va bien. Les bleus, en fait, quand vous cliquez dessus et que vous êtes bleu, vous faites monter votre jauge. Le but étant d'arriver en haut. Mais quand vous êtes rouge et vous cliquez sur les bleus, vous faites descendre leur jauge. Donc, il va falloir jouer un peu teamplay. On est 24 quand même, c'est pas mal ça. Ah, 24, c'est bien. Est-ce que c'est bon tout le monde? Alors bien sûr, ça va être un jeu qui va être d'une finesse extrême où il va falloir taper comme un sourdingue, hein, on est d'accord. On a fait des tests, il y a peut-être encore sur certains portables la limite des 300 millisecondes. Vous savez, en fait, ce truc très chiant en fait pour détecter le clic, il fallait appuyer et puis attendre 300 millisecondes avant que ça soit compté comme un clic parce que sinon Apple savait pas trop. Et d'ailleurs, je crois que Android aussi savait pas trop si c'était vraiment un clic, quoi. Peut-être, on sait pas, on attend. Ouais, c'est bon, c'est un clic. J'ai mis un truc, j'ai mis un fast-click normalement pour que tout le monde puisse bourriner comme des tarés. C'est bon 25, on va dire que c'est bon 25. Alors est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, j'enlève la pause. Hein. Hop, ça y est, allez-y. Oh, les bleus. Oh. Les bleus ont tout explosé. Ça, forcément, fallait s'en douter. Il n'y a pas de rouge? Qui c'est qui est rouge? Levez la main, les rouges. Non. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas de rouge. Oh, on a fait le test hier. Hein. Et ouais, vous avez raison, il n'y a pas de rouge. T'as trop regardé Koh-Lanta vendredi? Comment ça se fait, ça? Oh, je suis dégoûté. Voilà, donc, je vous explique. Voilà une démo qui tombe complètement à l'eau. Parce que l'équipe adverse
Elle fonctionne pas. On peut l'inventer, il y a une hein, démo. on peut l'inventer. Il y a une démo en Node.js qui utilise les WebSockets. Elle a été faite par Mozilla. Ouais. Ça s'appelle Browser Quest. Et c'est un jeu RPG, un MMORPG qui est en ligne, qui marche sur Node.js. Ils ont mis tout le code en open source sur GitHub. Et ils ont utilisé, je crois, 2-3 serveurs pour accueillir. Ils ont eu des montées de puissance de 100 000, 200 000 utilisateurs. Et ça utilise les WebSockets. Donc, juste pour les gens qui n'ont peut-être pas capté les WebSockets, parce que moi j'ai eu énormément du mal à les comprendre quand j'ai commencé, c'est en fait au lieu d'avoir. Si tu veux, pendant que je regarde pourquoi est-ce que les bleus marchent pas. C'est au lieu d'avoir à faire des requêtes Ajax systématiques, vous avez une socket, donc vous avez une requête qui n'est pas fermée. Donc pour les gens qui connaissaient HTTP Live, c'est assez similaire. Sauf que là, c'est vous qui la fermez ou qui l'ouvrez à votre besoin. Donc après, au lieu d'envoyer systématiquement les headers HTTP qui c'est peut-être que quelques kilobytes, mais si vous envoyez énormément de requêtes, il y a un impact. Là, c'est je crois 2-3 bytes maximum par paquet, quoi. Donc c'est vraiment très très petit, les WebSockets, et dessus vous pouvez balancer ce que vous voulez, du texte mais aussi des fichiers. Il y a après une autre implémentation, bon pas une autre implémentation mais c'est assez similaire, qui s'appelle tout ce qui est WebRTC. WebRTC, c'est pas simplement l'audio ou la vidéo, c'est aussi le partage de données. Donc ça peut être du JSON, ça peut être des blogs, donc des fichiers, et c'est entre peer-to-peer. Donc il y a des gens, et j'ai déjà rencontré un mec qui travaille sur ça, ils sont en train de faire un client torrent en web. Et un des avantages, genre c'est pas simplement pour le peer-to-peer, vous avez vu comme le streaming occupe une énorme place dans le quotidien. C'est encore mieux. Ah, bon. Et cette personne-là, il a fondé une startup qui a été vendue à Yahoo, qui a sûrement tué le bébé dans l'œuf, malheureusement. Ils sont en train de faire un peer CDN, donc plus ou moins, les gens vont devenir des CDN, donc des relais pour le serveur. Vu que peut-être le serveur n'est pas aussi puissant, et souvent la proximité géographique a un vrai impact sur les temps de réponse, et ben, les gens eux-mêmes vont devenir des relais. Donc la vidéo pourra venir, au lieu qu'elle vienne des States, elle pourra venir de Caen, parce qu'il y a un utilisateur de Caen a déjà downloadé une partie de la vidéo. Donc à partir d'un simple serveur, demain, on aura le peer-to-peer directement sur le web. Et là, l'implémentation a été faite qu'on a besoin quand même d'un petit token venant d'un serveur pour connaître l'autre personne. Et sinon, le reste, c'est vraiment du peer-to-peer. Il n'y a aucun passage sur le serveur. Demain, on pourra avoir de vrais chats encryptés. Parce que Skype, maintenant, à savoir, vous savez, à la base c'était un peer-to-peer, maintenant c'est passé en full serveur. Donc vous passez par les serveurs de Microsoft. Avec le WebRTC, les WebSockets, on pourra se passer de serveur, avoir des services vraiment peer-to-peer, vraiment encryptés et vraiment accessibles. Parce que faire un Skype avant, c'est super dur. Maintenant, vous avez des démos en 500 lignes, vous avez ça en WebRTC. Et c'est ça la grosse différence du web. Ouais, tu sais, c'est une version qui marchait. Je pense que je l'ai ressorti. Est-ce que ça fonctionne vraiment là? Il en veut pas. Hein. Oh, c'est moche. C'est moche. Ou alors il faut que je sorte la version de Sylvain, mais je me demande si elle est pas dans la corbeille. Ah, elle est dans la corbeille. Attendez, hop. Je ressors. Allez, vive la corbeille quand même. Parce que celle-là, c'est celle que j'ai envoyée à Sylvain. Ah, le mot de passe. Non, bah non, je ne donne pas mes mots de passe à tout le monde. Attends. Est-ce que ça marche plus ça? Ah, c'est moche. Quand ça se passe comme ça. C'est dommage. Est-ce que j'aurais pas... À mon avis, j'ai peut-être aussi... Je suis désolé, hein, je vais tuer le serveur, je relance. Forcément, ça râle. Ah! Je vais essayer encore quand même avec le localhost. On va voir si ça... Localhost. Redirection en cours. C'est moi qui ai JavaScript. Oui, c'est moche. Ah oui, mais c'est parce que oui, mais ça c'est rien, ça. J'ai pas, il faut que je modifie ça tout seul. Ça c'est parce qu'en fait, il faut que je définisse forcément la bonne adresse pour le relais host.
Et là, ça doit mieux marcher. Ouais. Alors, est-ce que là, je suis rouge? Alors, Ah, je suis rouge. tout le monde est rouge? On peut pas gagner les rouges, tu vois. C'est le truc de ouf, quoi, parce que quand même, on l'a testé à la boîte, je sais pas, moi, bah, de toute façon, on avait du mal à travailler vendredi après-midi à cause de ça. Et ça marchait très très bien. Alors, je sais pas pourquoi, là, j'ai retesté hier. Pourquoi est-ce que la définition de l'équipe fonctionne pas? Normalement, c'est stocké dans une base de données pour arriver à bien compter les gens. Il semblerait que là, ça marche pas. Il faudrait que je fasse un math.random. Je vais pas avoir le temps de vous corriger ça, mais je vous promets, je vous corrige ça pour la pause. C'est pas parce qu'on passe tous par le même... Je sais pas si c'est un problème de box, de réseau, je sais pas. Mais, enfin, on voit bien que les utilisateurs sont connectés. Après, c'est juste la détermination de l'équipe qui se fait normalement par le serveur. Et ma détermination d'équipe, en fait. SQLite, parce que je voulais pas me faire chier. Mais donc c'est du jeu, oui, d'accord. Non, mais... Non, mais... Je vais vous corriger ça pour la pause, et puis comme ça, vous pourrez y jouer quand même. Je suis désolé. Le grand pote de Node.js pour faire du temps réel, c'est Redis. Hein. Pour aller plus loin, en fait, en Node.js, il y a Learn New Node, qui vraiment établit les bases, en fait. Hein, si vous avez quelqu'un ado qui veut s'y mettre, par exemple, ça peut être parfait, ça. Autonode, qui contient, c'est un petit peu... Enfin, il y a plein d'articles vraiment intéressants là-dessus. Christophe Portenode, ceux qui connaissent, en fait, en France, il fait une formation JS Total qui est vraiment pas mal. Moi, j'ai fait sa formation Git. Et vraiment, c'est super intéressant. Enfin, c'est quelqu'un qui vous met dans le buffer, comme il dit, durant ses formations. Et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Bah merci, je suis désolé pour la démo.